Un homme de valeur, c'est quelqu'un déjà qui respecte son interlocuteur. C'est quelqu'un qui n'a pas d'a priori sur les gens, qui découvre les personnes et qui traite l'ouvrier comme il traiterait le chef d'entreprise. Et c'est surtout quelqu'un qui parle pas trop en plus, qui parle pas trop, qui met pas de poudre aux yeux et qui montre par les actes. On est en Bulgarie, à Sofia exactement. C'est parti pour suivre Guillaume Pelletier, le manager en vogue en ce moment sur le territoire français. Pour rappel, 4 de ses combattants seront présents sur la carte de l'UFC Paris. On a la chance d'être reçus chez lui à Sofia en Bulgarie. On va passer 4 jours avec lui, que ce soit à l'entraînement, en famille, en dehors. Vous allez pouvoir découvrir qui il est, ses passions, son histoire et surtout l'humain extraordinaire qu'est Guillaume Pelletier juste derrière nous. C'est parti! Mentalement, tu peux pas réussir dans ce métier si tu n'es pas en acier forgé ou en acier tu vois, trempé. Enfin, tu sais, vraiment concrètement, l'environnement, le métier est dur. Il ne faut pas se mentir. Le MMA, c'est un métier dans lequel, un environnement dans lequel on est tous en confrontation, qu'on le veuille ou non. Les combattants français s'apprécient, mais malgré tout, il y a une espèce de course entre eux, tu vois, lequel va le plus performer. Les coachs, c'est pareil, tu sais, tout le monde veut un peu de lumière sur lui et c'est tout à fait normal, tu vois. Et chez les managers, il y a une course auquel va être le meilleur, etc. Tu vois. Donc l'environnement du MMA, de toute façon, de manière générale, est dur et pour tout le monde, que ce soit le combattant ou le manager, comme je te dis, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai toujours eu cette facilité, comment dirais-je, cet état d'esprit à me révéler dans les moments compliqués. J'ai un parcours de vie particulier, une histoire particulière. Je pense que je suis né avec ça et je pense que justement mon tempérament et le parcours de vie que j'ai eu collent parfaitement avec la profession que j'ai aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai passé une année 2021 qui était très compliquée, hein, avec des combattants qui ont quitté la BTT, ça a été super dur. Et comme par hasard, finalement, ce combat de Barnacle, il vient en fin d'année 2021, si tu regardes, en décembre 2021. Je crois que c'était une année dans laquelle j'avais envie de me faire plaisir. J'avais peut-être besoin de m'exprimer d'une façon différente que d'insulter tout le monde. C'est pas du tout mon tempérament, c'est pas quelque chose que je fais en général. Et peut-être que cette façon était la plus saine, finalement, pour extérioriser un truc, tu vois, pour me faire du bien. En fait, le truc, il est arrivé par hasard. Un promoteur avec lequel je travaillais, le promoteur du Mekdan, d'ailleurs où Quentin Domingos, donc Rouskov, a affronté Bigfoot sur cette organisation. Donc le gars me contacte et il me dit on va faire une organisation, enfin on a déjà l'organisation, on va faire un événement de bar knuckle. Ok. Il me dit je veux Rouskov. Ok. Il me dit je te veux toi. Je dis laisse-moi tranquille, tu vois, laisse-moi tranquille. Et je raccroche avec lui, mais il revient en fait. Il m'écrit, il revient. En fait, je me dis mais pourquoi pas, ça peut être cool, ça peut être cool. En fait, ça peut être cool parce que si tu veux pas paraître ridicule, il va falloir te lancer dans une vraie prépa, dans une vraie diète, dans un truc vachement discipliné. En fait, finalement, ça apporte un truc vachement cool à ta vie parce que c'est que des trucs qui vont te faire du bien, en fait, finalement, tu vois. Parce que tu es obligé de faire attention à ce que tu manges, tu es obligé de t'entraîner 2 fois par jour, tu es obligé de faire ceci et cela. Et ça te permet aussi de vivre un petit peu la vie d'un combattant professionnel, finalement. Et nous, en tant que manager, alors je pense que ce n'est pas une obligation mais pour la réussite, mais je pense qu'il est pas mal de savoir de quoi tu parles, de savoir la difficulté d'une préparation, les douleurs, le régime, la dalle, etc. Tu vois, toutes ces sensations, de les connaître finalement, tu vois. Je pense que c'est très bien pour un manager de faire ça. Donc je me suis dit, bon, ça peut être cool, ça peut m'apporter de bonnes choses pour mon travail. Et vas-y, on y va, hein, c'est parti. Hein. Je vois toute difficulté ou toute petite branche ou brindille qu'on pourrait mettre dans ma roue, tu vois, je les vois comme un truc super. La branche, je vais te l'éclater en deux, quoi, tu vois, je vais rouler tellement vite qu'elle va rien me faire du tout. Donc non, ça c'est vraiment un trait de caractère que j'ai. J'aime la difficulté, j'aime ce qui est compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis dans ce milieu, parce que comme je te l'ai dit en préambule, c'est pas facile.
Tu sais, moi, si j'avais écouté les gens, je me serais déjà jamais lancé là-dedans et j'aurais jamais continué. Tu vois. C'est un métier dans lequel il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de réussir. C'est un métier compliqué, hein. C'est un métier compliqué dans lequel financièrement, comment dirais-je, les débuts sont extrêmement compliqués, extrêmement durs. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences, quand tu ouvres une agence de management, tu commences avec des combattants qui vont combattre pour 500 balles. Tu n'as pas, le courage de demander ton pourcentage sur 500 balles. Tu as presque honte, tu vois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premières années, tu les fais de façon bénévole. Tu vois, c'est extrêmement dur. Tu dois te serrer la ceinture comme jamais, tu vois. C'est compliqué. Tu as aussi parfois des gens qui te mettent des pots de banane aussi, tu sais. Mais, encore une fois, c'est là où on reconnaît les hommes, en fait, tu vois. Il y a une personne qui va se fixer un objectif et qui va s'y tenir quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et ça peut faire peur, hein, ce que je vais te dire. Mais j'ai vraiment cette mentalité de quoi qu'il en coûte. Je suis prêt, je pourrais faire une dinguerie, tu vois, pour mon boulot. Je me suis fixé un objectif, je dois le réaliser. Ça veut dire, quoi qu'il se passe, en fait, tu peux me mettre n'importe quel obstacle devant moi, je dois réaliser cet objectif, tu vois. On a une liberté qui est inégalable. Ici, on peut faire ce qu'on veut en Bulgarie. C'est un pays avec une ancienne mentalité. Je pense que c'est la France d'antan, la France d'il y a 50 ans, en fait, tu vois. Ici, quand tu arrives au début, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un pays qui est vieux, c'est un pays qui est pauvre. Et la première idée que tu as de ce pays, au début, ça peut être un peu choquant, où tu regardes un petit peu les blocs, etc. Tu dis, oh, je ne sais pas si je vais faire de vieux os ici, tu vois. Mais quand tu arrêtes de te concentrer sur le négatif et que tu regardes que le positif, moi, j'y vois que de bons côtés. Ici, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, ok. Ce qui fait qu'avec un budget d'un Français traditionnel, ici, tu vis comme un prince. Tu vis vraiment comme un prince. Moi, mon activité de manager aujourd'hui ici, c'est marrant ce que je veux dire, mais je crois que je gagne plus d'argent que le président. Je pense que le président, il doit gagner, s'il prend 3000 euros, déjà, c'est bien, tu vois. What color's your bouquet? Tu as dû le remarquer à ton arrivée, les gens un petit peu froids au début. Par contre, le mec, s'il te fait un sourire, c'est que c'est dans la poche. Ouais. Le gars, en fait, il t'a donné son respect. À partir de ce moment-là, c'est bon, c'est parti, quoi. Il y a une vraie amitié qui se crée. Ah, je suis super bien à l'écart. Très très bien à l'écart et c'est une volonté de ma part. Au grand désarroi de beaucoup de membres de mon équipe, que ce soit le membre du staff, parce qu'on est plusieurs aujourd'hui à la BTT, et les combattants qui me demandent de faire un petit peu un effort, qui me disent qu'aujourd'hui je suis arrivé à un moment de ma carrière où je devrais me vendre plus parce que le travail est fait, et c'est dommage de ne pas plus le mettre en lumière, certes, mais qui sont les gens qui mettent en lumière? C'est ça la question. Et est-ce qu'ils ont la volonté de mettre en lumière tout le monde? Vous avez 2 heures, les gars. Prenez une feuille et un stylo. La stratégie, en fait, si tu veux, c'est de jamais faire le beau parce que tu as pris la place de numéro 1 ou parce que tu as réussi à monter dans la hiérarchie ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, comme j'ai dit dans un autre podcast, quand je suis arrivé il y a 8 ans dans le management, je me suis fixé un objectif, une personne, je dois le fumer. Je me suis dit, lui, je vais le fumer. Tu vois, je vais le fumer. Maintenant, il faut se fixer d'autres objectifs. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a 4 combattants à l'UFC, 4 représentants français à l'UFC. On en a signé un petit peu plus, mais en représentant français à l'heure actuelle de la BTT, on en a 4. Voilà, faut se fixer d'autres objectifs. 2024, on en aura... T'en veux combien? 6? Là, il faut du temps. Là, il faut du temps et c'est très important d'en parler. Il faut du temps parce que si arriver à une ceinture était aussi rapide, ça se saurait. On est en plein dedans avec Benoît Saint-Denis, on va pas se mentir. Objectif top 15. Ensuite, c'est pas la ceinture, c'est objectif top 10. Tu vois, on veut faire les choses bien en fait, il faut faire les choses bien. Moi, je recevais des mails de l'UFC qui disaient, du matchmaker de l'UFC, désolé, il a refusé. Du coup, là, ça va être compliqué pour trouver un mec, j'essaie de le rebooker sur le prochain. Donc on repart sur dans 2 semaines. Tu vois, et encore dans 2 semaines. En fait, ça faisait que ça. À un moment, j'appelle Benoît, je lui explique la situation. Il me dit, écoute, va chercher un mec que personne veut. Voilà. Voilà, le mec que personne veut, c'est bon film. La quasi-totalité des mecs du top 15 de l'UFC ne veulent pas de Benoît, parce qu'il a un petit record, tu vois. En chiffres, je parle en nombre de combats, mais il représente un très grand danger. Benoît, c'est un gars, il vient pas pour combattre en fait. Il vient pas pour gagner ses reprises. Il vient pour te rouler dessus. Il veut te faire du mal, il veut te manger en fait. Si tu veux. En fait, il veut te terminer. C'est bien pour ça que Benoît a 100% de finish.
Tu te rends compte, c'est une statistique qui est juste impressionnante. Je ne sais pas combien de mecs à l'UFC aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir 100% de finish. Benoît, c'est pas un gars qui gagne les reprises. Benoît, c'est un gars qui t'arrache la tête de ton corps. Mettre les gants avec eux, ça change beaucoup parce que regarde, on peut le dire à nos chers, aux gens qui vont suivre et regarder, j'espère qu'ils seront nombreux le podcast. On a mis les gants aujourd'hui, toi et moi. Et en fait, tu partages un instant, tu partages un truc. Tu sais que c'est dur, tu sais que les risques sont grands, tu peux être touché, tu peux avoir mal. Et en fait, si tu veux, il y a un respect qui se crée, un respect mutuel. En fait, tu partages un moment que seul le sparring, seule la confrontation peut te donner ces sensations-là, en fait. Tu vois et je pense aussi que c'est un respect qui est différent. Il y a les respects, je dirais pas hiérarchiques, mais c'est le fait manager-combattant. Donc le combattant respecte toujours son manager, tu vois, ce qui est normal, et vice-versa. Mais si le manager en plus met les gants avec le combattant, il y a aussi cette part de respect du sport, en fait, tu vois, comme quoi, ouais, c'est un bonhomme, quoi, tu vois. C'est un bonhomme. Donc, encore une fois, je dirais pas que c'est quelque chose d'indispensable, mais dans la relation que tu peux avoir avec ton athlète, il n'y a rien qui peut égaler une mise de gants, quoi. Je voudrais aussi partager des instants avec les gens que j'apprécie ici. Parce que vous allez le voir, mes amis ici en Bulgarie, ce sont de vraies personnes sur lesquelles on peut compter. Tu vois, de vrais amis. Et encore une fois, c'est vraiment la particularité des gars de l'Est, en fait. Ils sont pas capables d'être faux, en fait. S'ils t'aiment pas, tu vas le savoir. Tout comme s'ils t'aiment, tu vas le savoir aussi. Et demain, départ chez moi, hein. Je veux vous montrer où je vis, comment je vis, vous présenter ma famille, qui est aussi quelque chose de très important. Je pense que la famille, dans la réussite de quelqu'un, c'est un élément très important. Donc voilà le programme pour demain. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai reçu un message tout à l'heure. Sparring demain à 9h. Ouais. Yes. La chance que j'avais quand j'ai commencé le management, je dépendais pas en fait de l'argent, des revenus des combats en fait. Donc j'ai pu attaquer ce boulot avec une grande sérénité parce que j'étais pas pris à la gorge avec le fait de rentabiliser immédiatement et je crois que c'est ça qui a permis que je fasse mon travail correctement. Donc non, en fait, les revenus des combattants, c'était pas une priorité pour moi dans un premier temps. J'avais un petit confort personnel qui me permettait de pouvoir construire des combattants. Et une fois que les combattants sont construits, c'est là où on peut rentabiliser un petit peu. Mais dans un premier temps, c'était pas l'objectif numéro un. Guillaume Pelletier, avant tout ça, c'est quelqu'un qui est né le 4 mars 86 à Rouen, en Normandie, qui a passé sa jeunesse dans une petite campagne proche de Pont-de-Mer, voilà, pour donner un petit peu plus de détails. Quelqu'un qui n'était pas destiné à travailler ni à toucher de près ou de loin au sport de combat. Moi, j'étais dans le handball, en fait, pour te dire, le handball, tout petit. J'ai joué à un niveau très correct, très très correct. Je laisse les gens peut-être faire des recherches sur Internet, ils trouveront tout ça. Et voilà, la vie a fait que très jeune, j'ai décidé de partir du tout au tout. En fait, j'ai tracé une diagonale, j'ai regardé ce qui était le plus loin de ma ville natale et je suis parti à Marseille. Et voilà, je me suis développé en tant que personne à Marseille. Ça a été une superbe expérience. Marseille, c'est vraiment. Je suis né à Rouen, mais Marseille est vraiment ma ville de cœur. J'y ai trouvé des gens un petit peu à mon image, tu vois, tout ce que j'aime. Des gens joyeux, des gens qui aiment la vie, en fait, tout simplement. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'y ai fait de magnifiques rencontres. Et voilà, j'ai eu de belles opportunités professionnelles. Je dirais que vraiment, je me suis construit en tant que personne à Marseille. Et puis j'ai fait une magnifique rencontre, celle de ma femme, qui a totalement chamboulé ma vie. Madame qui est d'origine bulgare. Je suis venu donc ici pour voir un petit peu son pays et y comprendre ses coutumes. Et je suis tombé totalement amoureux de la Bulgarie. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, on se retrouve ici au centre de la Bulgarie, à Kazanlak, très exactement, à discuter à 9h du soir. Le fait d'être éloigné du business, je veux dire en termes de localisation, ouais, ça a du bon et du mauvais. Alors le mauvais, en fait, c'est loin, par exemple, être loin des médias, tu vois, ne pas pouvoir répondre positivement à des demandes de plateau télé, etc. Tu vois. Donc ça, éventuellement, c'est le côté négatif. Maintenant, ce côté négatif est tellement faible à côté de tous les bons points que je peux retrouver ici en Bulgarie. On en parlait justement hier, ma tranquillité de vie, le cadre de vie,
Le fait d'avoir ma famille, je dirais, à l'abri du besoin, le fait d'avoir ma femme et mes enfants à côté de moi tous les jours, le fait de rentrer tous les soirs, d'être ici, le fait de pouvoir passer du temps avec mes enfants, d'aller les chercher à l'école. Enfin, pour moi, c'est juste la vie parfaite. En fait, j'ai besoin de rien d'autre. La famille, c'est tout, hein. C'est tout simplement tout. C'est la motivation, c'est ce qui crée les objectifs. C'est aussi des bouches à nourrir, évidemment. Donc, dès lors qu'on a des bouches à nourrir, on a des obligations paternelles à remplir. Voilà, c'est ma stabilité, c'est ce qui crée, c'est ce qui a créé la personne que je suis moi. Sans la famille, je pense que je serais quelqu'un de très différent aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie de tous les jours, hein. Tous les papas me comprendront, la proximité qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, mais je pense pour le coup avoir une relation très particulière avec mes enfants. Enfin, je ne saurais même pas le décrire en fait, simplement. C'est une sensation, je pense, indescriptible tant que tu n'as pas vécu le moment. Est-ce que tu leur apportes quelque chose que tu n'as pas eu? Absolument. C'est aussi simple que ça. Tu sais, j'avais envie de développer, de parler de ça, donc sur ta question précédente, mais je vais garder beaucoup de réserve et comment dirais-je, de discrétion sur ce sujet. Mais oui, effectivement, je pense que inconsciemment, on donne toujours aux gens ce dont on a manqué, hein. Je réponds à tout. Je vais rebondir sur ta question précédente. On parlait de la distance. La distance ici, vous commencez à connaître maintenant le pays, ça me crée un bien-être. Je suis tellement loin des problèmes, je suis tellement loin de ces trucs de attention, tu parles pas avec machin, attention, tu likes pas la photo de truc, etc. Maintenant, voilà, je fais les choses dans mon coin. Je fais les choses dans mon coin, tranquillement. Je fais pas trop de bruit. Je fais pas de mauvais bruit, c'est-à-dire je n'essaye pas de régler des comptes par médias interposés. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais me servir de vous pour faire passer certains messages. C'est pas la volonté en fait. La volonté, c'est juste de faire mon travail, de la faire du mieux possible, que mes athlètes soient contents de travailler avec nous et avec moi et avec la BTT. Et pour moi, c'est l'objectif numéro un, tu sais. Tout est relatif, qui est le numéro un, qui est ceci, qui est cela. Tu sais, on peut tous sortir des statistiques. Aujourd'hui, c'est les combattants finalement qui vont dire qui est qui. Voilà. Donc, pour moi, ça suffit. Les grands médias, d'une façon générale, euh, ne s'intéressent pas aujourd'hui concrètement au MMA. En fait, ce sont uniquement les médias comme vous, spécialisés, qui parlent de MMA. Ensuite, voilà, on connaît tous l'histoire, on ne va pas se la refaire. Il y a des médias qui ont des partenariats avec certaines teams. Donc tout est une histoire de camaraderie en fait. Il y a des clans qui sont faits à droite à gauche. Donc voilà, j'ai tendance à dire, si on veut communiquer correctement, il faut fabriquer à la limite son propre clan, ses propres connexions. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est la seule façon de travailler. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour développer un petit peu la communication de la BTT, hein. Qu'est-ce qu'on doit structurer pour aujourd'hui pouvoir communiquer d'une façon saine? Il faut arrêter les clans, tout simplement. En fait, c'est le secret. Il faut arrêter les clans. Il faut que les médias spécialisés et non spécialisés, plus généraux, puissent accorder une interview d'un combattant de l'équipe rouge comme de l'équipe bleue. Et voilà, je pense que c'est le secret en fait. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir de clan. En fait, le MMA, on devrait être tous ensemble, une grande famille, et faire tous le même sport, faire du MMA, et par conséquent être partenaires tout simplement, et ne pas être concurrents. Mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir sur le fait que je pense qu'il y a une concurrence qui est très prononcée dans le MMA, et ça crée des clans et ça crée des fractures entre les teams. Et c'est dommage, c'est regrettable, parce que ça ne nous tire pas vers le haut finalement. Je pense qu'il n'est pas évident pour un média qui va naître maintenant, qui va se créer, d'avoir une neutralité dans le MMA parce que en travaillant avec une team, tu vas de ce fait créer des affinités, tu vas aider au développement de certains projets qui fait que tu vas involontairement ou volontairement prendre parti en fait pour cette team, la soutenir au détriment d'une autre. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Je pense qu'il faut une vraie bonne volonté pour le faire. Euh, Maintenant, tu sais, il y a toujours un problème de conflit d'intérêts de toute façon dans notre travail. Il y a un problème de conflit d'intérêts qui fait que quand tu travailles avec une équipe, bah, tu vas vexer
le patron de l'équipe, si tu vas avec le concurrent, etc. Donc il faut aujourd'hui savoir se positionner. Et je pense qu'un média, son rôle aujourd'hui, c'est de dire, salut les mecs, on vient d'arriver, on va déboîter le game. Par contre, on va le faire si vous nous aidez à le faire. C'est-à-dire, on va travailler avec tout le monde, aidez-nous à le faire. Commencez pas à nous imposer des règles de ouais, mais attention, tu travailles avec nous, va pas là, va pas là. Non, aujourd'hui, c'est nous qui décidons où nous voulons aller. Mais ça passe par ça. Mais voilà, il faut des gens qui aient vraiment la volonté de le faire et qui aient une démarche saine de la chose. Oui, c'est dur, surtout pour lui. Pour lui, c'est dur, surtout. Après, moi, j'arrive à gérer mes enfants à la maison. J'essaie, parce que je sais son travail, c'est très dur et il arrive de trouver très dur du temps de passer avec eux. Mais lui, il arrive toujours de trouver du temps. Les gens, ils critiquent parce qu'ils ne sont pas là et ils ne savent pas comment Guillaume il galère quand il a des problèmes dans son travail. Il ne dort pas la nuit. Au début de sa carrière, Guillaume, il a commencé, personne qui croyait en lui. Mais moi, je le connais et je sais que lui, il ne va pas lâcher et qu'il n'abandonne pas très facile. Quand il commence un truc, il ne lâche pas. Moi, j'avais trop confiance en lui. Et Guillaume, il travaillait le jour et la nuit. Là, je vois des fois que les gens ils critiquent tout ça. Mais tu sais, ça, c'est des gens jaloux. Des gens jaloux parce que moi, je pense comme ça. Les gens, ils ne sont pas là de voir Guillaume comment il galère. Guillaume, il est changé beaucoup depuis il est venu vivre en Bulgarie. En fait, je le trouve qu'il est devenu un petit peu bulgare, mais pas méchamment. Parce que moi, je n'aime pas trop la mentalité des Bulgares. Il est devenu plus chaleureux, on dit. Guillaume, quand il combat, ça me fait très, très peur. Et je stresse beaucoup pour lui quand il rentre dans la cage. J'essaie de me mettre à sa place et je ne sais pas si j'arrive d'imaginer ce qu'il est en train de vivre, en fait, là de suite. Et c'est très dur pour moi. Mais toujours, je l'encourage. Toujours. En fait, ça arrive souvent, en plus, quand il s'est préparé pour le combat, je ne sais pas s'il le dit lui, mais moi, je vais le dire par contre. Il s'entraîne avec moi. De côté de mon père, il y a des gens, oui, pas mal connus, avec pas des bonnes choses. Hein. Magnifique. Pour elle, papa, c'est, comment dire, heureux. Voilà, papa c'est heureux. Et Guillaume, c'est un vrai homme. Moi, je ne le dis pas parce que c'est mon homme. Moi, j'ai de la chance de le voir de mes côtés. Parce que lui, il est très respectueux, que pour moi, ça compte énormément. Lui, il nous donne beaucoup d'amour, même s'il est trop occupé avec son travail, il a beaucoup d'attention. Et moi, ça me suffit tout ça. Et moi, je l'aime beaucoup. Et je suis très fière de lui avec tout ce qu'il fait. Quand lui réussit dans quelque chose dans sa carrière, moi, ça me fait énormément plaisir parce que je sais le travail qu'il fait, je sais le temps qu'il passe pour réussir ce qu'il veut. Et moi, je suis très, très fière de lui. Très fière. Main event de cette UFC Fight Night Singapour, Max Holloway contre le Korean Zombie. Bon, toi, tu vois une décision, moi un finish de Max Holloway. En vrai, ce serait marrant de voir un upset du Korean Zombie, mais je suis pas. Je crois qu'on est dans la spéculation. Le dernier combat de Volkanovski contre le Korean Zombie me fait douter de la capacité du zombie de tenir 25 minutes. Ah, c'est incroyable. Quelle guerre, quelle guerre, c'est parti. Ouais. Wow! Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Ah ouais. C'est incroyable. Je commence à avoir envie de me tromper parce qu'on va m'accuser bientôt de payer les combattants. Bah, de toute façon, moi j'ai réussi à payer cette maison grâce à tes pronostics. Hein. Merci. Mais oui, mon père, il est un héros pour moi. Moi, je l'aime plus la Bulgarie parce que la Bulgarie, c'est plus calme, j'ai plus des amis,
Là, je vis. Et oui, Et tu es fière d'avoir plusieurs cultures? oui. Je rêve en avoir quand je être grande, que je n'ai pas de mari, que je vis toute seule. Je ne veux pas, parce que quand je vais avoir un mari, je vais avoir des problèmes. Pour ça, je n'ai pas envie de me mélanger dans des trucs comme ça. La plus gentille combattante, c'est Alexandra. Et les combattants des garçons? Benoît Sandjoni, Amine, Amin Ayoub? oui, Morgan, et Ruskov, Tony. Tu t'entends bien avec tous ces messieurs? Oui, oui. En fait, si toi tu connais, c'est le gens, ils sont trop gentils avec toi. Qu'est-ce que tu souhaites à ton papa pour la semaine prochaine? Que tout ça se passe bien, que tout se gagne et que plus vite qu'il rentre. Ça t'a plu? Oui. On a un point commun, toi et moi. C'est que on va, je pense, à partir de demain, entamer une des semaines les plus importantes de nos carrières respectives. Tu as 4 combattants qui sont placés sur la carte de l'UFC Paris, donc le plus grand événement de notre pays. Est-ce que tu as du stress ou une pression particulière ou au final c'est à l'image de ce que tu nous as expliqué plus tôt dans le portrait que au final, comment dire, la manière et la situation que tu avais avant de commencer ce métier font que tu es détaché de cette pression? Ça serait de te mentir. Alors oui, pour te répondre, effectivement, c'est une des semaines les plus importantes en tout cas ma carrière, j'imagine la vôtre aussi. Grosse semaine pour tout le monde. Alors ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de pression. Ce serait mentir, évidemment, il y a la pression. Il y a la pression à plusieurs niveaux. Il y a la pression du fait de rencontrer le staff de l'UFC, de faire les obligations, etc. Il y a la pression de faire le poids. Il y a la pression de fighter, en plus de faire un bon résultat, d'avoir la manière. Enfin, il y a toute une série de choses qui peuvent te donner une grosse pression. Maintenant, c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. Je suis content d'y être pour te dire la vérité. C'est aussi un gros soulagement, tu vois, c'est aussi un gros ouf, on y est enfin. Donc, non, c'est cool au final, c'est que du positif. Il y a un magnifique paysage derrière nous, c'est Sofia, la capitale de ton pays d'adoption. Est-ce que tu t'es adapté à ce pays ou est-ce que c'est ce pays qui t'a adopté? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, moi, j'aime ce pays. Comme je t'expliquais précédemment, il m'a donné une grande liberté. Il m'a permis de réaliser beaucoup de rêves qui étaient compliqués à réaliser en France. Voilà, pour X ou Y raison. J'aime ce pays et j'ai l'impression que ce pays m'aime bien parce qu'il me l'a bien rendu. J'ai l'impression que tous mes projets se réalisent et voilà, il suffit de regarder. On a un endroit magnifique et on a un pays magnifique et voilà. Le premier soir, je t'ai posé une question et tu m'as répondu par une question. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Absolument. Et maintenant, c'est l'heure pour toi de répondre à cette fameuse question. Qui était? Pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu aimes dans la Bulgarie? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien ici? Et je t'avais dit, tu me répondras dans quelques jours par toi-même. Et comme pas mal de choses que tu fais dans ta carrière, ça se réalise derrière parce que j'ai exactement compris le sens de ta question. Et je vais répondre, je pense, comme si j'étais toi parce que on a un peu discuté sur les choses qui t'ont amené ici et je les ai ressenties aussi. C'est un pays qui m'a troublé personnellement. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais aucune attente. J'étais venu à la base faire mon travail. J'avais une image soviétique, grise, comme on nous l'a dépeint dans les livres d'histoire, qui est aux antipodes de ce que j'ai trouvé ici. Merci. C'est pas pour faire de la propagande ou dire aux Français de venir habiter ici. Je suis même pas sûr que ce climat conviendrait à beaucoup de nos concitoyens, pour être honnête. Certains oui, mais je pense que la même chose qui t'amène ici, c'est que les concitoyens dont je parle se font rares par chez nous et se trouvent en majorité ici. Je parle de valeurs humaines, simples, droites et un sentiment de sécurité et de liberté qui est assez étrange. Tu l'as dit dans la première partie de l'interview qu'on a faite, de ce portrait, que ces gens sont froids au premier abord, mais qu'une fois que la porte elle est ouverte, elle l'est à vie si, entre guillemets, pour être vulgaire, tu déconnes pas. Et donc j'ai pas déconné, je crois, et que j'ai vu des gens extraordinaires. Tu as parfaitement résumé. La France est un pays merveilleux. C'est magnifique, avec des gens merveilleux. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a plus de valeur en France ou quoi que ce soit. Mais la France est un pays aujourd'hui, tu vois, regarde, c'est rigolo. On parle ici en Bulgarie de la France comme d'un pays à l'heure actuelle dangereux. Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit à la télé en France aujourd'hui, ce sont malheureusement de mauvaises actualités. Les gens dans la rue,
les gens qui cassent, les agressions. Chose que, sincèrement, je ne vais pas dire on ne retrouve pas, mais on retrouve nettement moins ici. Ici, si tu agresses, si tu casses, les conséquences sont énormes. Ah, on peut donner l'exemple, je pense que c'est pas un secret, c'est pas quelque chose que tu caches. Sans être dans l'extravagance, tu aimes bien les voitures, tu as une belle voiture. C'est un détail, mais la porte est toujours ouverte. Bien sûr, bien sûr. Partout où on est allé, tu sors de la voiture, tu fermes pas, pourquoi donc? Bah, je sais que c'est surprenant, mais parce qu'ici, personne ne va oser ouvrir la portière. Parce que c'est pas dans la culture des gens de voler, ici. Et aussi parce que si tu ouvres la portière, c'est à tes risques et périls. À partir de ce moment-là, la loi fait que il faudra en assumer les conséquences. C'est-à-dire que si le propriétaire te saute dessus, tu es coupable. Sauf qu'en France, si le propriétaire te saute dessus, il part en garde à vue pour coups et blessures. Tu vois, je pense qu'une police forte et des lois fortes créent un pays calme et serein. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en France, tu sais, c'est bizarre, hein, moi je suis d'origine, je suis français, je suis né à Rouen, en Normandie. Et puis on partage, on en a parlé, on partage, je veux juste le rappeler avant que des gens puissent polémiquer. On a un amour sans borne pour notre nation et notre Qui est pays. magnifique, qui est absolument magnifique. Mais, et donc je suis parti à Marseille ensuite de nombreuses années. Aujourd'hui, quand je rentre en France, à Paris, il y a un truc bizarre qui se passe en moi. Comme si, tu vois, la dernière fois, je suis allé à la Tour Eiffel avec ma fille. J'étais surpris du paysage, j'étais surpris de l'ambiance. J'étais surpris de l'ambiance. On sent une petite insécurité qui fait pas plaisir, qui ne fait pas plaisir parce qu'on a un pays magnifique en France et c'est dommage parce que j'avais oublié ça en fait, j'avais oublié ça en venant ici, comme tu l'as vu, calme, sérénité, pas de vol, pas d'agression. Ici, voilà, tout est possible à partir du moment où tu te comportes bien. Voilà. Je te pose la question, mais je connais la réponse parce qu'on a vécu ce moment ensemble. Tu es quelqu'un qui a un certain charisme, qui fait les choses de manière droite, etc. Mais tu restes un homme avec tout ce que ça implique. Et j'ai été touché de te voir quitter ta famille aujourd'hui. C'était un peu plus qu'une famille, j'ai eu l'impression de voir un clan qui se déchirait. Tu ne pars que 3 semaines pour en plus faire ton travail dans un moment qui est hyper glorieux pour toi. Et j'ai juste vu des gens qui étaient tristes de voir quelqu'un qu'ils aimaient s'en aller. Tu as pris ça aussi comme un homme, tu n'as pas montré grand-chose, mais est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu plus de ce que ça te fait ressentir quand... J'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, tu sais. Enfin, pour moi, c'est une déchirure, c'est une déchirure. Mes enfants bah, représentent tout, ma femme, mon foyer, ma famille. Et c'est toujours un moment, bah, tu l'as vu, déchirant avec ton fils qui se jette dans tes bras, qui ne veut pas se séparer de toi, ta fille qui se met à pleurer en sanglots, ta femme avec les larmes aux yeux. C'est dur, c'est très dur, mais du coup, je sais aussi pourquoi je m'en vais. C'est-à-dire qu'en fait, en passant cette étape, il ne peut rien m'arriver en fait. Quand je pars travailler, le travail, on va le faire. Parce que moi, je sais que là, j'ai quitté mon foyer, j'ai fait de la peine à femme et enfants pour venir ici, tu vois. Là, les mecs qui sont à côté de moi, les gars, vous remplissez tous votre mission. J'ai pas fait ça pour rien. Et voilà, ça renforce finalement. C'est une force, même si c'est dur, c'est une force. C'est exceptionnel d'avoir, en parlant journalisme, de bons clients, un client comme toi qui me prépare mes transitions toutes faites. Tes soldats doivent accomplir leur mission. On va les prendre un par un. On va commencer, je pense, dans l'ordre d'attente des combattants. Je ne souhaite pas les vexer, mais je pense qu'ils sont tous conscients de leur position médiatique. Et l'honneur aux dames, parlons de Nora Cornell, nouvelle signature. Un striking très engagé, très agressif. Beaucoup basé sur des os. Je parle des coudes et des genoux. Absolument. Ma communauté sait que j'aime bien analyser tous les combats. Et honnêtement, je vois un bain de sang. Surtout par rapport à la qualité aussi de son adversaire. On va pas se mentir, c'est un combat qui est très dur à lire, très équilibré. Et puis tu as été témoin que ma légende n'est pas usurpée sur les pronostics. Et Je l'ai vu en live. Merci. Je l'ai vu en direct. Et je la confirme, ta légende. Cool. Légende vivante. Ah, mais ça fait plaisir parce que c'est, je pense, on n'a pas beaucoup d'accomplissements dans ma vie. Moi, c'est celui-là, tu vois. Donc, Non, mais c'est le fruit d'une vraie analyse. Bravo.
je pense que c'est compliqué aujourd'hui dans le monde des médias MMA de travailler plus que moi. Je souhaite et j'espère en croiser qu'ils le font, mais je ne comprends pas trop comment on peut survivre en travaillant plus que ce que je le fais là-dessus. Donc j'ai pas envie d'être dans l'arrogance ou quoi que ce soit, mais ça m'étonne pas, moi, qu'en fait les pronostics soient bons avec le temps que j'y passe. Tu vois, c'est comme toi, je pense que les résultats que tu as avec l'UFC en ce moment ne t'étonnent pas. Le boulot. Le boulot. En travaillant de 8 h du matin à 2 h du matin, tu travailles 3 fois plus qu'une personne normale. Une personne qui a travaillé pendant 10 ans, toi tu as fait l'équivalent de 30 ans de sa vie. Donc c'est normal. Donc tu disais honneur aux dames, Nora. Je te rejoins tout à fait. Bain de sang. Tout est réuni pour un bain de sang. Clairement, l'UFC ne fait pas un cadeau à Nora, il faut être honnête. C'est pas comme si on avait signé 2 nouvelles femmes qui allaient s'affronter. Là, clairement, c'est une femme qui a l'expérience de l'UFC, qui a fait beaucoup de combats à l'UFC, qui a fait des guerres à l'UFC. Elle est chez elle, elle connaît, elle sait ce que c'est. Maintenant, en face, on a Nora qui peut, je dirais pas créer la surprise, parce qu'en fait, elle n'est pas tant que ça underdog, tu vois. Donc, elle peut créer la surprise aux yeux des néophytes, je dirais. Mais à nos yeux, à nous, qui la connaissons un petit peu mieux, tout est réuni pour que ça se passe bien pour elle. En fait, les qualités de son adversaire font que elle va vraiment pouvoir s'exprimer. Et voilà, pour moi, c'est ça le plus important, qu'elle puisse s'exprimer. Je préfère qu'elle prenne cette fille plutôt qu'elle prenne une ceinture noire de JJB, grosse lutteur qui se colle beaucoup, etc. Là, pour le coup, Nora va pouvoir faire parler les genoux et les coudes. Et ça risque d'être un beau récital et une superbe poésie à écouter. Ce que moi j'ai apprécié quand j'ai regardé quelques-uns de ces combats, c'est que il y a 2 types de combattants. Ceux qui ont vu le film Never Back Down seront cités. Il y a 2 manières de réagir quand on prend un coup dur. Ou tu recules ou tu avances. Nora, elle fait partie de ceux qui se jettent dans le feu quand elle prend des coups. Et je pense qu'elle a, de ce que j'ai vu, je pense qu'elle a un mental qui est quand même assez exceptionnel dans la cage. Et personnellement, j'espère que ça fera la différence. Mais comme je l'ai dit, celui-là est très difficile à lire, tu vois. Dans la vidéo que je ferai cette semaine, j'hésite à me prononcer sur celui-là parce que j'ai pas encore trouvé la solution ou le chemin qui me paraît évident pour établir un vainqueur. Mais ça penche, on va dire pour moi, sur du 60-40, 70-30 pour Nora. Je ne sais pas si tu partages ça, je ne sais pas si tu as la même objectivité. Bah, disons qu'en tant que manager, c'est dur de se prononcer parce que, évidemment, je vais toujours mettre mes combattants favoris, tu vois, évidemment. Maintenant, il faudrait que les spécialistes des sites de Paris M'engage, déjà t'engagent parce qu'ils se trompent et toutes les semaines, les gars. ensuite puissent mettre l'option guerre dans les paris. Est-ce que ce sera une guerre ou non? Ça sera une guerre. Justement, tu me dis que tes combattants, personnellement, tu les places toujours favoris, ce qui est normal, c'est ton travail. Mais il y a aussi une nouvelle signature à l'UFC. Et je dis malheureusement, c'est pas grave, parce que je le montre week-end après week-end que l'underdog et le favori sont des notions qui sont complètement abstraites. Puisque des underdogs gagnent tous les week-ends et il y en a un, qui s'appelle Yanis Ghemmouri. Tout à fait. Les bookmakers lui donnent 3 fois moins de chances de son adversaire de l'emporter. Je suppose que tu n'es pas d'accord avec cette statistique, mais est-ce que tu peux nous parler d'Yanis un peu parce qu'il est assez méconnu pour l'instant du public français? Moi, je peux vous le dire si vous ne le savez pas, il vient de Lyon, il est proche de Faresiam, qui est un de tes anciens combattants. Ça se sait pas assez aussi, c'est assez bizarre, c'est que j'ai très peu entendu que j'adore Fares, tu le sais, je suis même allé à Londres l'interviewer, mais on entend rarement que c'est toi qui l'a mis là où il est. Effectivement. Maintenant, C'est pas grave. c'est ainsi. C'est ainsi, c'est pas grave. Donc oui, effectivement, Yanis vient de Lyon, partenaire d'entraînement de Faresiam. Donc je le connais effectivement très bien. Fater, son head coach, personne avec qui je m'entends très bien. J'ai une confiance énorme en Fater. Et Fater est aussi son coach de sol. Et là, pour le coup, on pourrait vraiment assister à une grosse surprise au sol dans ce combat. Il a une violence en ground and pound que je trouve assez impressionnante. Très puissant en lutte, en cage control. On peut assister à un combat qui va se dérouler au sol pour Yanis, parce qu'en face, on a malgré tout un combattant qui est très bon en boxe. Très très bon boxeur. Ça cogne fort. Yanis cogne très fort aussi. Mais Yanis est un fin, comment dirais-je, stratège dans le combat. Je pense qu'il va aller là où il y aura le moins de risques. Malheureusement pour le public néophyte de MMA, est-ce que, alors vous allez tous comprendre ma question, moi je ne suis pas d'accord avec cet avis, mais est-ce que tu penses qu'on peut assister à un combat qui sera moins divertissant que certains?
Il est possible, il faut être très honnête, il est possible. Et je souhaite qu'il soit moins divertissement pour être très honnête. Parce que c'est le chemin de la victoire pour toi. Si Yanis fait le taf, effectivement, ce sera moins divertissant. Pourrir le fight, Pourrir le marquer ses fight, points c'est ça. et Tout à finish fait. si on peut. Exactement. C'est tout à fait ça. Cage control, emmener au sol et assurer les positions. Ne pas les perdre, assurer les positions. Il y a une autre signature qui m'a fait énormément plaisir. Tu connais un petit peu mon histoire, de quelle génération je viens, la culture qui m'a habité depuis que je suis gamin. Donc je vais me permettre de le dire. La moindre personne qui pense que Morgan ne mérite pas d'être là ne devrait plus jamais allumer sa télé pour regarder ce sport. Je vais aller plus loin, je pense qu'avec... Je peux pas dire plus que Benoît, parce que Benoît, je pense, est un homme méritant en général. Mais Morgan a gagné plus que personne cette place-là, je pense. Sa construction de carrière au début, je crois qu'elle n'était pas bonne et elle a laissé une mauvaise image par rapport à son record. Mais ça n'enlève rien au fait que je pense que c'est une des signatures qui a fait le plus plaisir à la France, en fait. Et je voulais te demander quelque chose que beaucoup de gens qui suivent et aiment Morgan se demandent. C'est pas que pour la hype qu'il est là, il y a quelque chose à faire, non? À l'UFC. La hype, sans aucun doute, a joué beaucoup dans cette signature. Ça, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir qu'au moment où Morgan a signé à l'UFC, toutes les places étaient déjà vendues pour l'UFC Paris. Donc clairement, l'UFC n'a pas signé Morgan pour sa hype. Okay. Morgan, c'est un combattant pour lequel tu vas acheter un pay-per-view. On est d'accord? Tu sais qu'il va se passer des choses, tu sais que ça va frapper fort, tu sais que ça veut finir, tu sais que ça veut faire mal. Ouais. Il sait être stratège quand il le veut, mais malgré tout, sa passion première, ça reste d'arracher des têtes. Et ça, les gens aiment. Donc déjà, de par son physique, de par son mental, de par ses prestations, il mérite. Mais de par son abnégation, Morgan, il revient de l'enfer. Je crois qu'on revient tous de l'enfer, en fait. Son équipe, en général, on revient de l'enfer. Quand on s'est fait carotter au Cage Warriors, parce qu'il faut employer les mots, on s'est fait carotter, et plusieurs fois. C'était dur. C'était dur. Tu sais que toutes les défaites de Morgan sont à la décision, et la majorité sont à la split decision. C'est une catastrophe absolue. Morgan, je pense, sincèrement, plus de la moitié des combattants auraient abandonné. Auraient abandonné, sincèrement. Je pense. Quand tu fais une prépa de 3 mois pour à la fin avoir un résultat aussi honteux, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Tu sais, même moi, je m'en suis voulu. C'est pas que je m'en suis voulu, mais je me suis beaucoup remis en question sur les choix que j'ai faits avec Morgan. Est-ce qu'il était au bon endroit? Est-ce que l'endroit où il était le mérite? Parce que Morgan, il faut le mériter. Hein. Il faut savoir que encore récemment, en fait, la quasi-totalité des organisations me l'ont demandé. Tu veux, je t'énumère un petit peu. Le Bellator l'a demandé, le PFL l'a demandé, le KSW l'a demandé, Ares, bien évidemment, l'a demandé. Enfin, en fait, toutes les organisations l'ont demandé. Tu vois. Donc, je me suis beaucoup remis en question, sincèrement, devant les mauvaises décisions, devant la difficulté à avoir des adversaires, parce que clairement, c'était difficile, les complications qu'on rencontrait avec les adversaires, des mecs qui ne se présentaient pas au poids, ou encore mieux, qui ne se présentaient pas du tout. Franchement, devant tout ça, il y a un mec normal, il arrête. Mais Morgan, il n'est pas normal. Morgan n'est pas normal. C'est ça qui te différencie des autres et c'est la raison pour laquelle il est à l'UFC. Le mental, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui peut faire sa force à l'avenir, quoi. Ah bien sûr. Bien sûr, Morgan, c'est un gars qui peut traverser la tempête en combat, pendant un combat, mais qui va être capable de revenir à tout moment. Morgan, c'est un mec qui va être très dur à éteindre. Sincèrement, je pense que ça va être très compliqué et je le vois vraiment capable de faire un joli run dans la division. Et ça va commencer ce samedi. Et je trouve que l'analyse que tu as dépeinte de son style de combat rentre parfaitement en corrélation avec ses split decisions. Parce qu'il y a un moment donné où il y a une absence de calcul. C'est un passionné de ce sport et c'est un passionné de la guerre. Et c'est ce qui peut à des moments porter préjudice. On sait toujours qu'une décision n'est jamais représentative d'un fight. Enfin, vous m'avez entendu, des décisions serrées sont toujours compliquées. Non, mais 10 décisions avec 10 groupes de juges différents, tu auras 10 résultats différents. Ouais, c'est aussi simple que ça, tu vois. Parlons maintenant de l'homme qui, je pense, sur la dernière année, a fait fermer le plus de bouches dans notre pays. Ouais. Le dieu de la guerre, Benoît Saint-Denis. Ouais.
peux me permettre quelque chose? Vas-y, dis-moi. J'ai croisé Benoît quand l'intégralité des médias MMA le sous-estimait, même des médias plus généralistes, on va pas se mentir. Ce mec m'a regardé dans les yeux, il m'a dit je vais faire ça, puis je vais faire ça. Je lui ai demandé après t'aimerais bien faire ça? Il m'a dit oui exactement. On est 6 mois plus tard. Ce mec a fait exactement ce qu'il a annoncé, Tout à fait, mot pour mot. tout à fait. Je Benoît, prends le client cet été, je reviens à Paris et je rentre dans le top 15. ouais. Benoît, je peux te faire 1 heure dessus. Je peux te faire 1 heure dessus. J'en ai fait 2. Je pourrais régler beaucoup de comptes aussi à ce sujet, mais on va pas le faire. On va pas le faire parce qu'on est dans une démarche positive où je peux comprendre qu'en fait il faille prouver, ce qui est tout à fait normal aux gens. Après, effectivement, il y a eu des commentaires extrêmement durs après son premier combat. Il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites. Il faut savoir, parce qu'il semblerait que les gens n'aient pas remarqué, Élisée, le premier adversaire de Benoît, a battu par KO Strickland, qui maintenant va combattre pour la ceinture des 84. En fait, je pense que Élisée était très méconnu des combattants français, européens, enfin même du public en général. Et les gens en fait n'ont pas réalisé ce que Benoît a fait ce jour-là. Ce que Benoît a pris comme client ce jour-là. Tout à fait. Et donc je peux comprendre. Après, nous, ça nous a appris beaucoup de choses. Je parle de son staff, je parle de Benoît, je parle de Daniel, de Christophe, son coach de sol, de moi-même. C'est une situation que j'avais jamais vécue jusqu'à présent, c'est-à-dire essuyer autant de critiques. Tu sais, il y a eu cette histoire de la serviette qui n'a pas été jetée, etc. Tu vois. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une serviette jetée Non, en non, MMA? non, bien sûr que non. Et bon, il faut connaître le caractère bien spécial de Benoît pour comprendre que c'est absolument impossible. En fait, c'est possible de perdre un combattant comme ça si tu fais ça. Ah oui, bien sûr. Tu peux perdre la confiance en sa team, Ah en oui. plein de choses. Ah bien sûr. Non, mais je pense que Benoît, ce jour-là, il faudrait lui poser la question, l'aurait vécu comme une humiliation. Je pense que si je fais ça, si Daniel fait ça, je pense qu'il ne se relève pas. Et puis moi, ce combat se termine, je lui ai dit dans le podcast, il le sait, ça a été un des moments où je me suis senti le plus mal dans un combat, je vais pas te mentir. Tu sais très bien que des fois, ceux qui me suivent sur les lives, ils savent que je suis peut-être un peu trop bon des fois, même si c'est un sport qui est violent. Et il y a une limite à ma prise de plaisir quand je suis devant un fight, surtout quand je ressens de la passion pour un combattant. De toute façon, en fait, l'intégralité des combattants français, peu importe qui, pourquoi, je suis dans un état un peu différent devant ma télé. Donc quand des choses comme ça se passent, effectivement, j'étais mal à l'aise. Mais l'analyste a repris le dessus après le combat. Et la seule phrase que je me suis dit après, j'ai dit c'est parfait. C'est parfait parce que je donne juste un exemple à titre indicatif. Et d'ailleurs, dernièrement, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus complet qu'au début. Mais une victoire par split decision ou décision qui peut aller dans les deux sens, comme par exemple un Fares au début, et une défaite comme Benoît contre Élisée a beaucoup plus de valeur pour l'UFC. Les gens, je pense, ne se réalisent pas vraiment de ce que l'UFC attend, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, l'UFC et les gens veulent du spectacle. Ok. Benoît est le mec qui donne au peuple ce qu'il veut, tout simplement. Tu es excité à l'idée de regarder un combat de Benoît Saint-Denis, comme on l'est tous, comme je le suis moi-même d'aller voir son combat. Mais tu sais qu'on en d'assister parle. à son combat. Absolument, Benoît, c'est quelqu'un de très, très, très particulier, très. En fait, je pense qu'il n'y a qu'un Benoît. Il n'y en a qu'un, en fait, comme ça. Et c'est peut-être justement ça qui va le faire aller très, très loin. Moi-même, si tu me poses la question, quels sont les projets, qu'est-ce que vous voulez faire avec Benoît? Moi-même, je ne suis pas certain de savoir parce que moi-même, je ne suis pas certain de connaître son plein potentiel. Je pense que ce mec, il peut continuer à nous surprendre pendant encore très, très, très longtemps. Mais j'ai presque l'impression que nous surprendre, il en a plus fait son métier que de combattre. C'est pour ça que j'ai partagé une story, parce que j'ai entendu beaucoup de gens. J'ai l'impression d'avoir un peu compris comment il fonctionne. Et je pense qu'il adore que les gens disent que Moïse a un avantage au sol. Ouais, sur bien lui. sûr. C'est quelque chose qui le passionne à entendre, je suis Mais persuadé. c'est justement ce qui va, comment dirais-je, conditionner Benoît à tenter de soumettre Moïse. En fait, c'est le problème de Benoît. En fait, c'est la qualité de son défaut, en fait. Ou le défaut de sa qualité. Tu le prends comme tu veux. On lui a quand même dit, je veux dire, la planète MMA entière lui a dit tu vas prendre un meilleur boxeur que toi. Il a dit pas grave, je vais lui casser les bras. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste la mentalité de C'est Benoît, exactement en ça, c'est exactement fait. Et ça. ça a pris à peu près 15 secondes pour qu'il lui casse l'avant-bras. Non, il est très particulier, c'est un combattant hors pair. Sincèrement, j'aimerais te citer un autre nom dans le roster de l'UFC avec ce tempérament.
Mais il est très particulier. Et à la fin, dans le haut du classement, on retrouve que les gens très particuliers. Personnellement, j'en ai un, il le sait, je lui ai déjà dit. Et c'est très compliqué pour moi parce que j'espère de tout cœur voir ce combat arriver, mais je serai vraiment dans un Alvarez. état compliqué. Non, bah oui, alors Alvarez veut l'affronter et je trouve. Alors là, on est vraiment sur l'aspect tactique. Après une victoire contre Moïse, pour moi, ce serait le combat parfait parce qu'il est 14e ou 15e, il vient de sortir d'une victoire, il est espagnol. On sait que, comme le Cyril Gane Aspinal, c'est un combat qui peut intéresser l'UFC, qui peut faire encore grimper Benoît dans le classement pour préparer le top 10. Je pense que. Et Alvarez est chaud. Donc ça, c'est je vise plus loin. Je vise plus loin, je parle dans quelques années. Je rêve d'un Justin Gaethje contre Benoît. Et pour moi, alors, ils ont des histoires de vie différentes, même des styles que malgré ce que les gens pensent, pour eux, c'est juste deux mecs qui rentrent, qui font la guerre, mais ils ont un style qui reste quand même très différent. Mais, euh, mais pour moi, ce serait un des combats les plus excitants depuis très très longtemps dans l'UFC. Ouais, effectivement, ce serait très excitant. Alors, je ne me permets pas d'y penser à l'heure actuelle. Tu Bien sais sûr. comment on fonctionne, nous on fonctionne sûr. vraiment étape par étape. Aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur Moïse qui est un combattant sérieux. Mais si ça devait arriver, c'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Ça serait. Déjà, ce serait une guerre incroyable si Gaethje arrive à tenir. Et c'est surtout un combat qui apporterait à Benoît encore plus de confiance, la hype. Et la lumière dont on a qu'il mérite. besoin, la lumière qu'il mérite. Et bien sûr, ce sera exceptionnel. Maintenant, encore une fois, chaque chose en son temps. Il faut déboîter le mec ce samedi. Une fois qu'on l'aura fait, on pourra regarder un petit peu plus loin et pourquoi pas commencer à citer des noms un petit peu plus Pimpant, pardon. pimpants. Ouais. Mm. Pompant, c'est autre chose, mon cher ami. Avant qu'on passe au reste de la carte, parce qu'on va quand même en parler, Bien sûr. est-ce que tu aurais un petit message pour tes fighters? C'est par là-bas. Le petit message pour mes fighters, c'est de continuer à faire ce qui les a amenés jusqu'ici. À nous faire confiance, à se faire confiance et à combattre comme si c'était le dernier combat, tout simplement. À voir les choses comme moi je les ai vécues au moment où j'ai quitté ma famille tout à l'heure. Voilà. À être prêt à tuer quelqu'un. C'est un sport de combat. Un va gagner, un va perdre. On veut être dans la peau de celui qui gagne. Donc soyez ceux qui gagnent. Sinon, On va tranquillement avancer sur le reste de la carte avant de vous quitter pour dormir quelques minutes avant de prendre l'avion. quelques minutes, ce serait bien. Ce serait quand même bien. On va commencer par la carte préliminaire. Et au-delà de tout ce qui s'est passé avec Amin Ayoub, je sais très bien que on peut être professionnel. Et tu en es l'exemple parfait. Tu sais très bien que j'adore le style de combat de Taylor Lapillus. On en a parlé. Les bantams sont la catégorie que personnellement je préfère avec les lightweights. C'est juste une question de gabarit, ce qui est logique. On s'identifie à ce qu'on pourrait faire. Et enfin, je parle au niveau poids. Moi, c'est la caté que j'apprécie. Est-ce que concrètement, il peut nous faire un petit run? Je ne sais pas. Après, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que oui. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais j'ai de grandes attentes. Tu vois, et, de toute façon, on va passer au reste de la carte. C'est un super combattant. Mais je voulais pas ne pas en parler, car pour moi, c'est un retour qui est quand même important. Et j'espère qu'il pourra plus impressionner qu'à l'époque et qu'on le verra plus longtemps. Très méconnu du grand public, et même, je vais avouer, étonnamment de moi, Zara Fern. J'espère avoir bien prononcé son nom. Et Oui, pas tu l'avoir l'as bien écorché. prononcé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette combattante? Qui est-elle? Qui est-elle? C'est une très bonne strikeuse. Très très bonne strikeuse. Je crois qu'elle a eu beaucoup de malchance depuis ses débuts à l'UFC. Je pense, si je peux me permettre, sans me mettre à dos son management, bien évidemment, en plus c'est un ami, je pense qu'elle a été appelée pour les mauvaises raisons sur ses différents combats. Il suffit de regarder les noms qu'elle a prises. Sincèrement, ils lui ont pas fait de cadeau jusqu'à présent. Elle a eu un dernier combat en revanche qui, je pense, lui a donné beaucoup de confiance. Je crois qu'elle perd à la décision, peut-être même une split decision, je ne me rappelle plus très exactement, mais un combat très engagé pour le coup, contrairement aux 2 combats précédents qu'elle avait perdus très rapidement. Ça, pour le moral, c'est un gros coup.
Je pense vraiment que ça va striker. En face, la fille, on la connaît bien. La fille d'en face, je ne sais pas si tu étais au courant, c'est la seule et unique défaite de Nora Cornell, D'accord. son premier combat. Jacqueline Calvacante, si je prononce bien. Y a-t-il une storyline du coup que l'UFC essaye de créer si Alors, Nora gagne Je ne sais pas si c'est volontaire, étant donné qu'elle n'était pas prévue à l'initiale contre Zara. C'est une remplaçante, tu vois. Je ne sais plus, la dernière s'est blessée, il me semble, l'adversaire initial de Du coup, c'est Zara. presque une remplaçante qui arrangerait Ah oui. l'organisation. Ah, je pense que pour le coup, ça prend vraiment tout son sens. Victoire de Nora. Alors, on souhaite évidemment Même la pas victoire de Zara. Bien sûr, bien sûr. Mais non, non, c'est un très joli combat et son adversaire est une pure strikeuse. Pure strikeuse. Donc là, pour le coup, ça promet un vrai beau combat. Et en fait, si tu veux, les 3 combats féminins de la soirée ne seront que des guerres. Que des guerres debout. On arrive sur un combattant que j'apprécie beaucoup. Je l'ai eu en podcast, j'ai passé un très bon moment avec lui. C'est vraiment un humain que je trouve extraordinaire. C'est William Gomis. Alors, il est sur une série de victoires à l'UFC, mais on en parlait avant. C'est des victoires qui ne séduisent pas l'organisation. Et d'ailleurs, j'étais très très content de sa dernière victoire parce qu'ils ont clairement envoyé quelqu'un pour l'éteindre. Donc c'est un striker qui vient du Sendai. On lui a mis un lutteur universitaire invaincu 7-0 en MMA, invaincu en amateur. Et il a réussi à gagner à la décision. Il lui reste 2 contrats, il me semble qu'il lui reste 2 combats sur son contrat. Très certainement. Est-ce qu'il a besoin de finish là? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que l'UFC veut. Hein. C'est ce que l'UFC veut. J'ai presque même tendance à croire que l'UFC préfère une défaite à la fin d'un combat, d'un bain de sang, d'une guerre incroyable, plutôt qu'un combat que tu gagnes, mais dans des conditions où il y a beaucoup de contrôle, où il y a très peu de prise de risque. Donc oui, je pense qu'un finish, effectivement, serait le bienvenu. Hein. Je pense ça. Et sur le combattant lui-même un Un commentaire combattant à faire. lui-même de l'écurie opposée, j'ai envie de dire, mais ça ne m'empêche pas de dire très agréable, très souriant, très belle personnalité, sincèrement. Moi, je suis ses interviews, je regarde ce qu'il fait. Tu as envie de lui souhaiter plein de bonnes choses à ce Bien petit. sûr, c'est vrai. Il est très cool et J'ai vraiment envie de dire, pas du tout méchamment parce que je le trouve très intelligent, mais c'est quelqu'un de simple. Ouais, bien sûr. Mais dans le Ah bon non, il ne se prend sens pas du la terme, tête, tu tout vois. à fait. Et il ne se prend pas la tête. Très, très cool. Et on aime les gens comme ça, c'est bien. C'est bien. Il faut qu'ils gardent cet état d'esprit. Ça, par contre, c'est très important. Qu'ils gardent cet état d'esprit le plus longtemps possible. Je sais que je me répète un peu, mais comme j'ai quasiment parlé à toutes les personnes dont on parle aujourd'hui, encore une personne que je porte dans mon cœur, et on a eu un gros débat. Tu sais que je suis un supporter du MMA féminin. Venez dans les commentaires, je suis là, on va se battre si vous voulez, il n'y a aucun problème. Je connais le point de vue de beaucoup de mes compères masculins en France sur le sujet. On arrive sur Manon Fiorot qui pour moi, Alors, j'aimerais bien que Benoît le soit aussi, et j'ai été le premier supporter de Cyril, mais pour moi on est en face de la première... Le problème c'est qu'on n'a pas ce masculin pour le mot fighter. Le mot fighter en américain, en anglais pardon. Le mot fighter pour les anglais, il peut désigner autant une femme qu'un homme. On va te comprendre, t'inquiète Vous pas. m'avez compris, mais pour Sur moi... la première fighteuse. j'allais dire, on va franciser premier ça. champion ou championne de l'UFC français. Ah oui, je pense, clairement. Elle a un combat du title shot. Oui. En plus de ça, c'est vraiment... J'ai rarement vu l'UFC faire ça, parce que le combat, pour moi, il va clairement dans le sens de Manon. Oui, c'est un très bon combat pour elle. Très très bon combat pour elle. J'ai même tendance à me poser la question, qu'est-il passé par la tête de Rose et de son équipe pour accepter ce combat, sincèrement. Son nickname. Tag Rose. Alors, Ouais. c'est vraiment le seul combat de la carrière de Rose où je ne la soutiendrai pas. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, faut même, je parle même pas des combats, il faut se renseigner sur son histoire, d'où elle vient. Elle a une histoire de vie extraordinaire. Et personnellement, je suis un peu triste de la voir se faire éteindre au premier round, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va être un massacre. Alors au premier, je ne sais pas, mais elle va prendre une démonstration physique. Déjà, j'ai du mal à comprendre cette montée en 57. Parce que Manon est grande déjà pour la catégorie. Oui, et elle semble pas être une 52 énervée, Rose. Enfin, je la trouve pas hyper physique déjà à 52. Là, à 57, ça va lui faire tout drôle. Ouais. Donc, non, c'est très bien, c'est très bien. Alors après, tu parlais de débat. Il n'y a pas eu vraiment de débat entre toi et moi sur l'intérêt justement des combats féminins. C'était plus un constat en fait que je te faisais, où je te disais, il faut être très honnête sur le fait que le public est moins friand de combats féminins. Et ça, c'est un constat, il faut être honnête, tu vois. Voilà. Soyons honnêtes, disons-le.
Et c'est dommage parce que les femmes sont capables de produire de jolis combats. Et surtout, Manon fait de jolis combats. C'est une strikeuse. Et elle a un truc que beaucoup de... Là, même moi, je peux te l'avouer, j'aime la technique. Donc moi, un combat féminin qui va à la décision, il est bien construit, me convient. Mais Manon a le knockout power. Tout à fait. Et il y a très peu de femmes qui l'ont. On est tout à fait d'accord. Mais encore une fois, c'est un constat. Le MMA féminin aujourd'hui a cette petite épine dans le pied où les gens... regarde, en toute franchise, je trouve que ça n'a pas fait suffisamment de bruit ce combat. Je ne comprends pas non plus. Voilà, on a Vraiment. Manon qui va prendre Rose, tu vois. Elle a 2 millions d'abonnés, c'est une star. C'est une star En dans fait, le les MMA. gens, il faut qu'ils se rendent compte Ouais. aux États-Unis que Rose rentre dans un restaurant, on vous demande de vous mettre à l'écart, je pense. Tu vois, J'allais te dire, à l'échelle des hommes, on est presque, parce qu'on n'est pas totalement, mais on est presque à la même hauteur que Jones, chez les hommes, chez les poids lourds. Ce que représente Rose, en fait, si tu veux. Dans sa catégorie. Dans Oui, sa c'est catégorie. vraiment la star, la tête d'affiche qui Tout va à fait. être Mais, l'étendard du... voilà. Mais est-ce que tu as vu un petit peu la différence de bruit? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Les gens s'intéressent très très peu au MMA féminin. Et c'est dommage. Mais encore une fois, c'est un constat. Tu es obligé d'être d'accord avec ça. Je le suis, mais mon travail, vraiment, je me sens engagé d'une mission de devoir me battre contre ça. Bats-toi. Autant j'ai vraiment du mal. Je vais peut-être me prendre des balles, mais je suis incapable de passer 10 minutes devant un match de football féminin. Le basket, on n'en parle pas. On ne me vendra pas ces sports-là. Mais ce qui pour moi fait la différence dans le MMA, c'est que ces nanas font des choses que la plupart des mecs qui les jugent ne seront jamais capables de faire. Bien sûr, bien sûr. Après, je ne sais pas s'il faut juger de ce regard-là. Parce que quand tu regardes un match de foot, tu parlais d'un match de foot féminin, il y a beaucoup de mecs qui seront incapables de mettre une lucarne comme elles le font elles. Tu comprends? Je comprends. Donc, je comprends ce rapport de force en mode, ouais, les gens qui jugent ne seront pas capables de faire le quart de ce qu'elles font, etc. Tu vois. Je comprends, mais justement, c'est aux femmes de se battre, c'est aux médias de se battre pour que le sport féminin soit reconnu et qu'il soit jugé à sa juste valeur. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune raison qu'on mette les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On peut assister à des combats très impressionnants du côté féminin. Et voilà, on veut que ça continue comme ça et qu'on puisse exploiter un petit peu plus, comment dirais-je, le roster français qui est plutôt très bien fourni en filles. On en a dans notre écurie et le niveau est très élevé et on en veut beaucoup plus. Merci pour cette franchise. On va passer au dernier combat. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice qui est assez marrant. Je suis un média MMA, donc la carrière de Gane, je la connais sur le bout des doigts. Et tu as la particularité d'avoir été, j'allais dire, coaché, mais c'est plus que ça, été dans l'entourage proche de son adversaire. Ah. Je te propose de m'expliquer comment Sergueï peut gagner, quel est son chemin pour la victoire, et je vais te proposer le mien par rapport à Cyril. Moi, je sais aussi ce qui peut amener la victoire de Cyril. Parce que les défauts et les faiblesses de Sergueï, on les connaît. Et tout le monde les connaît. Sergueï, c'est un combattant, s'il se fait toucher très durement, très rapidement dans le combat, il peut avoir ce côté où il va se poser beaucoup de questions. Si en plus de ça, au moment où il essaye de rentrer, ça échoue, ça peut être très compliqué très rapidement pour lui. Maintenant, c'est un mec qui est capable aussi de se mettre en confiance très rapidement. S'il rentre dans le clinch et qu'il arrive à saisir, et ne serait-ce qu'à garder, il va se mettre en confiance. S'il arrive à emmener au sol, ça peut être très compliqué sincèrement pour Cyril Gane. J'aime beaucoup ton analyse, mais il n'y a pas de mais. En fait, je me demande juste du coup, est-ce que Cyril devrait avoir une approche qui est plus ressemblante à son attitude après qu'il ait été touché contre Tuivasa, si tu vois ce que je veux dire, plutôt qu'avoir le Cyril qui est dans la gestion. Tu me parles de toucher très durement, rapidement. Pour moi, c'est un diesel ultra efficace avec un fight IQ incroyable. C'est ce qu'il a essayé de nous faire. Je parle rapidement de Ngannou, mais pour moi, elle est discutable celle-là. Mais est-ce que c'est carrément le style qu'il ne devrait pas avoir, par exemple, le style qu'il a eu contre Francis et plus... Je pense qu'on est en plein dedans. Je pense que s'il garde son style un peu taekwondo, tu vois, un déplacement léger, rapide, fluide, etc., je pense que ça ne va pas empêcher Sergueï Spivak d'avancer. Tu penses qu'il va falloir de la lourdeur et du transfert de poids? Comme après Tuivasa quand il a été touché. Exactement. Si on a Cyril qui est rempli de mauvaises intentions,
qui effectivement veut. Il avait dit quoi? Mettre ses phalanges dans le crâne de son adversaire, Ouais. c'est ça qu'il avait dit. J'ai Soeb Boafia qui m'a dit qu'il s'est transformé en Superman noir. C'est Ok. plus le bon gamin. Bah écoute, si c'est ça, ça peut même se finir très rapidement, sincèrement. Mais il va falloir toucher très fort et très dur et très rapidement. Je touche du bois. Derrick Lewis n'est pas disponible, il est blessé. Malheureusement, Almeida doit faire ses preuves et ça reste du JJB, même s'il a une très grosse lutte. Est-ce que tu penses que c'est une volonté de l'UFC de le tester de nouveau contre un lutteur, ou c'est Cyril qui l'a demandé parce qu'il veut nous montrer quelque chose après l'épisode Je te fais une réponse honnête? s'il te plaît? Oui, d'accord. Moi, je crois pas à ces trucs de j'ai demandé, tout simplement. Je crois pas à ces trucs de j'ai demandé un tel, j'ai souhaité un tel. On soumet des idées, elles sont acceptées ou refusées, mais on n'exige personne. L'UFC, c'est le patron. Ton patron, il te dit quoi faire, tu le fais, tout simplement. Et Cyril fera ce qu'on lui dira de faire. Et ce qu'on lui dira de faire, s'il gagne Spivak, c'est de prendre Aspinall. Ça peut être un vrai beau fight. Qui aussi, tu vois, on parlait avant d'un Gaethje Benoît. Je trouve que c'est presque trop évident que l'UFC ait donné Tibura à Aspinall, j'étais là. Je l'ai vu de mes propres yeux, il y avait 4 écarts de niveau. Ouais. Et j'ai juste peur qu'en striking, il y ait la même chose. Le problème, c'est qu'il y a l'inconnu de la lutte. Est-ce que tu penses que la lutte de Sergey, tu le connais très bien, peut lui poser autant de problèmes à Cyril que celle de Jones? Je ne suis pas en train de te demander si la lutte de Jones équivaut celle de Spivak, mais ça reste son point fort. Tout à fait. Alors effectivement, je connais bien Sergey pour l'avoir coaché, pour avoir fait son coin plusieurs fois. Donc, mais on s'est aussi perdu de vue. Il a passé plusieurs années aux États-Unis et donc évidemment il a progressé. D'accord. Il a progressé aux États-Unis avec un cursus américain, avec des techniques qui nous viennent tout droit du système américain. Donc je pense que ça a dû évoluer et je pense que c'est ça qui va le rendre super dangereux parce que je me rappelle de l'époque de Sergey avec sa lutte du sambo. Il était super dangereux, mais c'était une lutte qu'on ne voyait pas beaucoup aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, avec son background de samboïste, il a perfectionné avec des coachs américains sa lutte aux États-Unis. Et je pense que le mix des deux, entre le sambo et la lutte aux États-Unis, peut poser de très gros problèmes, sincèrement, à Cyril Gane. Donc évidemment, ça, il va le faire, et je lui souhaite vraiment de très bien le faire. La différence, ça va être la gestion de distance dans ce combat. En fait, pour moi, c'est aussi simple que ça, la gestion de distance. Si tu restes très loin, si tu envoies des front kicks, si tu touches, si tu te déplaces bien, ça peut très bien se passer. Maintenant, attention, Sergey, c'est pas non plus un manchot debout. Il est capable aussi de boxer. S'il faut boxer, il va boxer. Ok, ce que ça me dit, c'est qu'encore une fois, le contraste des bookmakers et de la réalité est un petit peu compliqué. Moi, je vois aussi un avantage pour Cyril, mais je trouve que le donner ultra favori comme ça, juste par rapport au point fort de Sergey et du dernier combat de Cyril, ça prouve qu'il y a encore une méconnaissance des gens qui travaillent sur le MMA, sur le sujet. Je ne suis pas en train de dire que Sergey devrait être favori, mais c'est pas normal, je pense qu'il y a un tel écart au niveau des visions, parce que je pense que de la même manière, ça me fait penser en fait au rapport qu'il y avait sur le Volkanovski-Makhachev. Dans le sens où tout le monde me parlait qu'il n'y aura pas de combat. Okay. Et même si Volk a perdu, on est beaucoup à dire qu'il l'a eu ce combat. Que disent les bookmakers là? C'est quoi? On est sur du 90-10 en pourcentage à peu près? Okay. Je veux dire, juste aller sur Cyril en simple, ça va rendre personne riche. Ok. Oui, effectivement, c'est sous-estimé clairement Sergey Spivak. Je pense pas qu'il surestime Cyril. Je pense vraiment que c'est Spivak qui est sous-estimé. C'est pour ça que je sais très bien ce que tu m'as dit. C'est ça, en fait, moi, mon avis. Je me dis, Cyril est à sa place. Et il est bien considéré. Mais est-ce que Sergey est sous-estimé? Il l'est très certainement. Maintenant, il est tout à fait normal que Cyril soit favori. Clairement, je le place aussi au rang de favori. Maintenant, à mes yeux, à moi, on serait plus sur du 65-35. Je veux dire 70-30. Ouais, 2 tiers, 1 tiers. 90-10 me paraît un peu prétentieux. Ça semble être un peu trop facile pour être réel. Attention au résultat de Sergey. Attention à son style. Attention à beaucoup de choses.
Dans quelques heures, on part pour Paris. Ouais. C'est la Fight Week. Enfin. Pour les gens, c'est la fin d'une longue vidéo, mais je pense qu'on peut leur dire ici, il y aura un épisode 2. Absolument. Tu me donnes la chance, après avoir été ici, invité, reçu d'une manière extraordinaire là-dessus. Je pense qu'il y a une méconnaissance de qui tu es, parce que moi-même j'ai été surpris. Je ne dis pas que j'avais des appréhensions, je dis juste que ça allait au-delà de ce que j'aurais pu espérer en me disant ça peut bien se passer. D'ailleurs, on peut dire qu'on a eu énormément de mal à commencer cette interview. Ouais. C'était très dur parce qu'on a bien rigolé, Ouais, effectivement. mais ça nous appartient. Et du coup, la semaine prochaine, Fight Week, et on va te suivre de nouveau toute la semaine. On va essayer de faire découvrir aux gens vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est quoi une Fight Week d'un manager qui a 4 combattants sur l'événement le plus important de son pays. Donc on va pouvoir leur faire découvrir tout ça et j'espère que ça va être enrichissant et qu'on va répondre à plein de questions que les fans se posent, auxquelles je crois qu'ils n'ont jamais eu de réponse parce que j'ai créé ce média car je n'avais pas ces réponses en tant que passionné. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir donner quelque chose aux fans parce que je pense qu'ils attendent ça depuis longtemps. Alors sur ce que tu as pu voir ici en Bulgarie, pour revenir sur le sujet, le premier sujet, c'est aussi parce qu'il y a ce qu'on est et ce qu'on montre. J'essaie de bien dissocier ce que je suis de ce que je montre, dans le sens où jusqu'à présent, avant votre venue, et merci à vous les gars, j'ai jamais voulu mettre en avant mon côté personnel, qui je suis, mon cocon familial, ouvrir les portes à quelqu'un. Je pensais que juste faire mon travail suffisait. Et j'ai vu en vous le bon moment pour en montrer un petit peu plus. Voilà, au vu des échanges qu'on avait, j'ai trouvé que c'était très cool et je me suis dit, allez, on va en montrer un petit peu plus aux gens et j'espère qu'ils apprécieront. En ce qui concerne le deuxième volet, la Fight Week, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que tu fais toi tous les jours, c'est-à-dire tu dors pas, tu manges pas et tu bosses. Parce que de 8h du matin à 23h, ça va être le feu. Entre les obligations médiatiques avec l'UFC, entre les rendez-vous, j'ai en plus rajouté d'autres rendez-vous, des partenaires qui vont venir me voir pour signer des ententes, des combattants, des nouveaux combattants qui vont venir me voir en direct, ce sera en direct sur NoSense, pour signer à la BTT, des sponsors, voilà, ça va être le feu. J'ai hâte d'y être, j'ai vraiment hâte d'y être. J'espère que ça va plaire aux gens qui vous suivent, parce que pour le coup, on ne pourra pas être plus au cœur de ce qu'on va faire pendant toute la semaine. Je pense que c'est exceptionnel, c'est l'inédit, les portes que tu ouvres et c'est hyper intéressant parce qu'en ce moment il y a pas mal de polémiques sur le MMA et ses acteurs. J'en dis pas plus, mais je pense qu'on va aussi traiter ce sujet dans la semaine. Ça va être sympa aussi, mais ouais, je pense que ce que tu nous proposes de faire et ce qu'on va proposer aux gens aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important et ce serait d'ailleurs très bien, là je parle pour tous mes confrères qui vont se reconnaître dans ce que je dis, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Et je veux passer un message. Il y a pas mal de gens et d'acteurs du monde du MMA qui reprochent pas mal de choses aux médias. Je suis de l'autre côté des médias. Et je voulais juste dire une chose, c'est que les gens que vous ne voyez pas sur NoSense, ce n'est pas parce que je ne veux pas leur parler ou qu'on a des problèmes avec qui que ce soit. Il y a beaucoup de non-dits non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent beaucoup du traitement médiatique, mais qui n'offrent pas non plus aux médias qui veulent être nôtres la chance de travailler. Et on est beaucoup, dans mon cas, à vouloir cette neutralité et cette impartialité de traiter tous les combattants et tous les écuries. Et j'espère qu'un jour, on pourra le faire avec tout le monde. Oui, je comprends, non, tu as très bien fait de préciser. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de lumière et en même temps de ne pas la donner. Donc non, c'est tout à fait normal, je comprends ton point de vue. Maintenant, encore une fois, et j'espère que tout le monde sera dans cette logique, c'est clairement d'arrêter avec toutes les petites guéguerres, on en a marre. Les gens nous emmerdent à chipoter tout le temps. Tu sais, une fois, moi, j'ai fait une intervention sur un podcast que j'ai regretté. C'était pour répondre à un tweet qu'on m'avait fait. Et je me suis dit, ah non, le mec, il n'a pas le droit de faire ça, il m'a manqué de respect. Et en fait, c'était une connerie parce que c'est juste alimenter encore plus le truc. C'est juste envoyer vers les gens une image super négative du milieu dans lequel on est, comme quand on est des gamins qui mettons le doigt sur des petits trucs qu'on fait à l'école maternelle. Moi, aujourd'hui, tu as vu, c'est aussi pour ça, tu parlais tout à l'heure de distance. On est bien ici, on est loin de tous ces problèmes. Et j'encourage alors certainement que ce message aura... J'espère qu'il aura de la valeur aux yeux de tous. J'espère qu'il touchera tout le monde, mais
allez, c'est bon, quoi. Que tout le monde bosse et c'est bon, quoi. C'est bon, Mon arrête rêve. toutes ces conneries, quoi. En fait, personne ne sort grandi de ça, quoi, en vrai. Donc, que chacun fasse son taf, qu'il le fasse bien, dans son petit coin. Et de toute façon, à la fin, ce sont que les résultats qui parlent. On va terminer là-dessus. J'ai juste envie de jeter un pavé dans la mare. On n'en a même pas parlé en amont. Et ça répond bien à ce que tu viens de dire. Tu crois pas que ce serait nécessaire, enfin moi je serais prêt et j'aimerais beaucoup un immense podcast où tous les acteurs de ces guéguerres puissent se retrouver et je suis persuadé que tout le monde a le self-control et la maturité pour que ça se passe bien et pourquoi pas entériner certaines guéguerres. Je dis pas que je suis la Suisse, mais moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et je vais citer des noms. Tu vois, un podcast magnifique avec Aldric Cassata, toi, Fernand Lopez, Cyril Diabaté, Hatch. Ce serait quelque chose, je pense, d'extraordinaire qui ferait beaucoup de bien au MMA. Et à tous les messieurs que je viens de citer, si c'est une idée qui vous parle, contactez-moi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah déjà, est-ce que toi, t'es partant? Absolument. En fait, moi, je suis partant pour tout ce qui pourrait faire progresser le MMA et tout ce qui pourrait réunir les gens et faire en sorte qu'on avance tous dans la même direction. Tout simplement. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Et bien, ce sera point final. On se retrouve à Paris pour l'épisode 2. Let's go. Let's go. I met Guillaume maybe more than 5 years. He's an amazing, like a person, already a really close friend to me. Yeah, he punched me in the face, already close to the knockdown, so I'm gonna remember in all life. And what can I say? He's a nice guy.